Deuxième partie de Liberté sur parole. Dans cette seconde heure, j'ai le plaisir d'accueillir deux invités, deux réalisateurs, Mourad Lafitte et Laurence Carvnia. Bonjour Laurence. Bonjour Eugénie. Bonjour Mourad. Bonjour Eugénie. Tous les deux, vous avez réalisé les FTP MOI dans la Résistance. Alors, retour sur voilà, ces gens un petit peu oubliés de la Résistance française. C'est vrai qu'on les connaît par une chanson, notamment, on va l'écouter bientôt. Mais vous avez choisi, à travers ce film long et documenté, de les faire parler, en tout cas certains de ceux qui restent, et puis surtout de raconter leur histoire depuis le début. Parce que nous, on ne connaît que l'affiche rouge, qu'on va écouter bientôt, mais on ne connaît pas la manière dont ils se sont formés, d'où ils viennent, qui sont-ils. On va retracer tout ça avec vous, juste après Nicolas Joseph. Vous n'avez réclamé la gloire, ni les larmes, ni l'orgue, ni la prière aux agonisants. 11 ans déjà que cela passe vite, 11 ans. Vous étiez servi simplement de vos armes. La mort n'éblouit pas les yeux des partisans. Vous aviez vos portraits sur les murs de nos villes, noirs de barbe et de nuit, hirsutes menaçants, l'affiche qui semblait une tache de sang, parce qu'à prononcer vos noms sont difficiles. Ils cherchaient un effet de peur sur les passants. Nul ne semblait vous voir français de préférence. Les gens allaient sans yeux pour vous le jour durant. Mais à l'heure du couvre-feu, des doigts errants avaient écrit sur vos photos morts pour la France. Et les morts de matin en étaient différents. Ils étaient 23 quand les fusils fleurirent. 23 qui donnaient le cœur avant le temps. 23 étrangers, nos frères pourtant. 23 amoureux de vivre à en mourir. 23 qui criaient la France en s'abattant. Voilà, c'était l'affiche rouge, la célèbre chanson chantée par Léo Ferré, mais écrite par Aragon, qui était reprise par Nicolas Joseph. Beaucoup d'autres l'ont repris, notamment HK, qu'on entend dans votre film, Laurence et Mourad, dont vous avez choisi cette version qui, à la fois, ouvre et clôt le film. C'est surtout qu'on l'a choisi et c'est surtout que HK nous a fait un très très beau cadeau, parce que quand on a commencé la réalisation de ce film, il était évident qu'on allait illustrer à un moment donné ou à un autre la bande originale avec cette chanson. Et c'est vrai, quand on a entendu la version qui était à l'époque très peu connue, puisqu'en fait le groupe HK et les Déserteurs n'était pas encore véritablement formé, quand on a entendu cette interprétation, je crois que c'était pour nous évident, puisque finalement on revenait bien sur l'affiche rouge, mais dans cette interprétation en version Chabi, on avait cette idée de l'étranger. Et Kadour nous a offert cette chanson, donc c'était formidable. Sinon, au départ, on était parti sur la version d'Avilliers, qui est magnifique. Aussi, on l'a entendu récemment à la Fête de l'Humanité. On a eu 1 mois et demi, alors pas avec Bernard Avilliers personnellement, mais avec Universal. Et les ayants droit, ça a mis tellement de temps. Et la version Kadour, Laurence envoie un mail à Kadour, je crois, un dimanche soir à 20 h. À 20 h 30, il nous renvoie le mail avec un lien en version exploitable pour le film. Donc c'est fait en une demi-heure, un dimanche. Voilà, il faut faire les choses comme elles se font. Alors, souvent, on ne parle des FTP-MOI, encore quand on les nomme, on parle du groupe Manoukian qu'à travers cette chanson. Mais avec ce film, vous avez choisi de nous montrer un petit peu l'origine de ce mouvement, de nous montrer ces hommes et ces femmes qui sont arrivés en France dès les années 20, qui fuyaient des dictatures, qui fuyaient la misère, qui fuyaient les guerres, notamment en Espagne, qui fuyaient le fascisme, et qui ont choisi la France, et bien avant d'imaginer qu'il y aurait une seconde guerre mondiale. C'est-à-dire qu'effectivement, ce qui est un petit peu extraordinaire dans cette histoire, c'est tout ce mouvement dans les années 20 de ces familles, comme vous venez de le dire,
qui ont fui le fascisme, le génocide en Arménie, hein, qui était un événement évidemment assez cruel, la misère, et quand ils sont arrivés en France, ils ne sont pas arrivés ici par hasard. Pour eux tous, la France, c'était ce pays des droits de l'homme, incarné par ces fameux 3 mots qui sont toujours sur le fronton de nos mairies, liberté, égalité et fraternité. Et ça, c'est vrai que pour eux, à aucun moment, ils n'imaginaient que quelques années plus tard, ils vivraient à nouveau l'horreur du nazisme en France. Et la France devient un point de convergence. On a les Arméniens qui ont fui le génocide, 1915-1916. On a ensuite le fascisme italien, les antifascistes italiens qui arrivent, il y a les républicains espagnols, il y a également des juifs polonais qui ont fui les massacres du général Piłsudski. Donc tous ces gens ont déjà une connaissance du fascisme, et quand ils viennent en France, ce sont en général déjà des militants, je dirais, politiquement aguerris, pour beaucoup. Alors ce qu'il faut ajouter, c'est que la plupart d'entre eux, pas tous, mais la plupart d'entre eux ont déjà une culture politique importante, puisqu'ils sont presque tous communistes. Et Mourad parlait de la Pologne par exemple, c'est vrai que pour la plupart d'entre eux, ce qui les a fait fuir, c'est la dictature de ce général Piłsudski, qui était une dictature antisémite et anticommuniste. Donc ça, c'est très important. Et dans le même temps, il ne faut pas s'imaginer, et ça c'est les témoignages qui sont très, très forts, très bouleversants, que lorsqu'ils arrivent entre les années 20 et 30 en France, ils sont accueillis à bras ouverts, pas du tout, parce qu'en France, on a à cette période-là, à ce moment-là, une xénophobie qui est très importante, et très exprimée beaucoup plus qu'aujourd'hui d'une certaine façon, notamment à travers la presse. On va y revenir, mais je voudrais qu'on replonge tout de suite dans le film. On va tout de suite écouter un extrait sonore de votre film où il est question justement de l'origine du mouvement MOI qui vient en fait du syndicalisme. Au départ, ça s'appelle la main-d'œuvre étrangère, c'était en 1923, et c'est affilié à la. Il faudra me dire à chaque fois qu'il parle, parce que je n'ai pas retenu. Je l'ai vu 2 fois le film, ou 3, mais je n'ai pas. C'est l'historienne. Et c'est pour encadrer des populations ouvrières qui sont arrivées en France pour les besoins de la main-d'œuvre, la reconstruction. Elle est fondée par le PC, par le Parti communiste, pour être, on va dire, en quelque sorte, l'organisation syndicale des ouvriers ou des employés étrangers. Et à ce moment-là, ils font, ça c'était une tradition au PC à cette époque, il y avait des sections par nationalité. Le Parti communiste avait aussi construit à peu près une vingtaine de cabanes, et ils sont installés avenue Mathurin-Moreau, dans Paris, actuellement, place Colonel Fabien. Donc il y avait des cabanes, Mouvement ouvrier international hongrois, polonais, espagnol, arménien. Ces baraquements-là, donc, ils étaient à peu près organisés comme des syndicats, car ils n'avaient pas le droit d'adhérer au Parti communiste, voilà, comme des syndicats. Ça a commencé vers 1923-1925. Les Espagnols, ce n'était pas encore le cas, parce que les Espagnols sont venus après l'échec de la guerre civile espagnole contre le franquisme, donc il n'y a pas. Les Italiens, il y en avait déjà parce qu'ils avaient fui l'Italie, parce que le fascisme était déjà installé en Italie, donc ils ont fait des sections étrangères. Moi j'ai connu ces baraquements, effectivement, vers 1935-36, et c'est là que j'ai connu Manouchian. Voilà, donc là on arrive à Manouchian, mais avec toute cette histoire derrière. Et j'ai le sentiment, en voyant votre film, que c'est ça aussi que vous avez voulu raconter. Vous avez voulu raconter aujourd'hui des choses qui nous parlent à nous aujourd'hui aussi. C'est pas la guerre, mais il y a quand même la stigmatisation des ouvriers étrangers qui prennent le travail, de tous les étrangers. Bon, on voit ce qui se passe à Calais par exemple. Il y a vraiment une politique hostile. Tous les hommes politiques de presque tous bords, hélas, ne jurent que par Schengen. Donc on est quand même dans cette petite ambiance-là qui peut rappeler des choses. Il y a justement ce parallèle. Quand on a décidé de faire ce film avec Laurence, on a tous les deux eu un élément déclencheur. Pour moi, ça a été
lorsque le numéro 2 du MEDEF a décidé de parler de dépoussiérer le programme du Conseil national de la résistance qui est lié justement à toute cette période, et Laurence... Il a parlé de l'éradiquer, même pas de le dépoussiérer, oui, de s'en débarrasser. Voilà, moi cet élément déclencheur, et Laurence avait eu... C'est-à-dire, moi je voudrais juste, avant de revenir, de compléter ce que tu viens de dire, de rappeler que dans le travail que nous faisons en tant que réalisateurs, nous sommes évidemment, alors outre le fait que nous sommes nous-mêmes des militants dans la vie quotidienne, mais dans le travail qu'on fait, on suit énormément les luttes sociales. Et quand on parle de lutte sociale, on parle de défense, non pas d'acquis sociaux, mais plutôt de conquis sociaux. Et ces conquis, notre socle social, il s'est globalement, enfin actuel, ou ce qu'il en reste, globalement, il s'est constitué entre les années, le Front populaire 36-1945. Donc, avec en 1945 le programme du Conseil national de la résistance. Donc à partir du moment où on s'intéresse à ces questions-là, on avait envie de toute façon de revenir sur l'aspect historique. Comment toutes ces choses-là sont arrivées, comment ces hommes et ces femmes se sont engagés, ont lutté pour parvenir à gagner quelque chose. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on voit comment les choses sont détricotées, comment les étrangers sont stigmatisés sur la source de tous les maux de notre société finalement, on est obligé de revenir sur ces questions-là parce que c'est vrai que si l'on veut pouvoir agir aujourd'hui, il faut peut-être comprendre ce qui s'est passé hier. Et c'est vrai que pour compléter ce que tu disais Mourad, évidemment Denis Kessler, mais c'est vrai quand on a entendu Nicolas Sarkozy avec son discours de Grenoble, par exemple, ça nous a évidemment, pour nous ça a été le moment où on s'est dit il faut faire quelque chose, mais on s'aperçoit que jusqu'à aujourd'hui et encore, eh bien cet esprit oui, xénophobe existe toujours et que donc pour lutter aujourd'hui, il faut qu'on comprenne ce qui s'est passé hier et à ce moment-là, on peut s'emparer des choses. On le souhaite. Il y a un autre parallèle aussi sur cette période et une période un peu plus contemporaine. Hier, la France n'échappe pas à une montée du fascisme. Il y a des dénaturalisations. On le retrouve quelques années plus tard avec le fameux discours sur l'identité nationale où alors là, on ne va pas dénaturaliser, mais cela étant dit, on avait quand même fait un lien entre ces deux périodes. Et alors il y a cette montée du fascisme, mais dans le même temps, on va retrouver des tas de gens qui deviendront plus tard engagés, connus, autour de cette fameuse manif des Croix de Feu. Donc il y a la manif du 6 février, enfin la manif du 6 février qui est une contre-manif, en fin de compte. Alors, il y a celle dans le 19, oui, il y a le 6 février 34, il y a la manif fasciste, voilà. Et le 9, il y a la manif antifasciste, et ils ne se connaissent pas, et à travers nos recherches, on découvre que Missak Manouchian est dans cette manifestation, Henri Krasuki y est également, et beaucoup de gens qui vont entrer par la suite dans la résistance. On retourne dans le film avec justement ce qu'on disait un peu déjà tout à l'heure, ce que vous disiez Laurence, cette certaine idée de la France qu'avaient ces gens qui l'ont choisi. Tous les survivants des génocides, comme les Arméniens, tous les antifascistes italiens qu'on foutait dehors, la France est devenue le dernier rempart à tenir contre les nazis. Mon père a été poursuivi à 3 reprises à coup de fusil. Il a quitté l'Italie et il a choisi le pays qui lui semblait celui correspondre à ses idées, le pays de la Révolution, le pays des droits de l'homme, le pays de la commune, le seul pays au monde sur les frontons des bâtiments publics, il y a ces 3 mots, liberté, égalité, fraternité. Il faut savoir qu'avant la Deuxième Guerre mondiale, il y a à peu près 2 200 000 étrangers en France. Et le groupe le plus important, c'est les Italiens, puis les Polonais, puis les Espagnols. Les Espagnols, c'est à peu près 250 000. Donc c'est pas une masse particulière d'étrangers par rapport à une population qui est de 40 millions d'habitants en 1939. Par contre, depuis l'affaire Dreyfus, il y a une sorte de xénophobie ambiante, alors qui est à la fois antisémite, mais xénophobe de manière générale. Il s'est rendu compte que entre les Français et les Italiens, ça n'allait pas du tout, qu'il y avait du racisme à leur égard. Il est allé à la fédération du parti s'expliquer. Et on lui a dit, c'est parce que les Français considèrent que vous travaillez dans des conditions abominables, que vous ne prenez pas le temps de boiser derrière vous, qu'un jour ou l'autre il y aura une catastrophe, et que eux, qui boisent, gagnent moins que vous, bien que vous soyez moins payés, mais ils feraient bien grève, mais ils sont convaincus que s'il faut grève, vous ne le ferez pas.
père il m'a dit, attends, ça c'est une autre paire de manches, je te garantis que les Italiens feront grève. Et un soir, la mine a bouché, tous les Italiens devant le puits, et ils ont commencé à dire en italien, sciopero grève. Et mon père m'a dit, j'ai vécu un moment très très émouvant. Les Français sont venus, ils ont commencé à embrasser les Italiens. Et puis ils se sont mis à chanter l'international. Et mon père me disait, c'était vraiment l'international, en français, en italien, en polonais, en espagnol, en allemand. Il y avait pratiquement toutes les langues qui travaillaient dans les mines qui se sont mis à chanter l'international. C'est ta dernière cigarette. Parce que le monsieur, après, ouais, on va ouvrir. En général, on fume que de la première. Bon, c'est bon. Voilà, je tenais absolument à ce qu'on écoute déjà cette version de l'international par Mirabassi, Giovanni Mirabassi, italien, pianiste, et aussi ce témoignage de Léon Landini, parce que je trouve ça très beau. C'est-à-dire qu'on peut sortir de la rivalité entre ouvriers par la lutte commune. Et ça, on l'a complètement oublié aujourd'hui. Et ça, ça m'étonne pas de vous deux d'avoir mis ça dans le film. Mais je tenais à dire qu'il y a d'autres choses que la concurrence. On pense qu'on ne vit que pour la concurrence, mais non, on peut aussi collaborer. Oui, je pense que c'est un élément qui est fondamental. Et d'ailleurs, Léon Landini, avec lequel nous avons participé à un débat la semaine dernière à la fête de l'UMA, le rappelait très justement, c'est-à-dire qu'au-delà des différences, peut-être même grâce aux différences, on peut se trouver sur des valeurs communes. Et c'est vrai que lorsqu'il parle de cette grève des mineurs, menée entre autres par son père italien, lui qui est le macaroni de service, hein, quand d'autres sont les métèques, etc., et bien en fait, les ouvriers français, les ouvriers étrangers, d'où qu'ils viennent, sont capables de se retrouver. Et c'est ce qui va faire d'ailleurs que plus tard, pendant cette occupation, ils vont tous se retrouver dans ce mouvement FTP-MOI, parce qu'il y a évidemment beaucoup d'étrangers, mais il faut rappeler que dans ce mouvement FTP, il y avait également des Français. Et beaucoup justement de communistes en l'occurrence. Absolument. Hein. Voilà, donc ils avaient tout pour plaire. Hein. Ouvriers, étrangers, communistes. Et on va voir avec un troisième extrait justement les racines de cet engagement qui était presque naturel. Les premières lois à la fois de régression sociale, l'absence totale de liberté et la chasse qui va commencer aux étrangers, les désignant comme les boucs émissaires de la défaite de la France, mais aussi de tous les torts de la société française, va les amener évidemment à être parmi les premiers à choisir la résistance. Pour Missac et pour Méliné, ils rêvaient vraiment de la France. Pour eux, c'était la culture, ça représentait la culture, la France. Et donc, ils n'avaient de souci que de s'instruire, de se cultiver pour combattre l'ignorance, parce que pour eux, l'ignorance était le pire des maux. Mais je suppose que ça relevait de la même chose, c'est-à-dire que de cet engagement de vouloir comprendre le monde, de vouloir améliorer le monde, de vouloir y prendre part, ne pas juste être une victime passive qui voit les choses se dérouler sous ses yeux et qui n'y prend pas part. Je pense que ces orphelins avaient déjà pas mal subi et que pour eux c'était impossible que sur cette terre merveilleuse où sont nés leurs auteurs favoris, un drame et une monstruosité aussi abjecte que ce qu'ils avaient vécu et qui les avait poussés à venir là, se reproduisent. Alors à l'instant, c'est la petite nièce de Missac et Méliné Manoukian que je vais rencontrer. Justement, c'est très intéressant. Katia n'avait jamais témoigné et on
a passé presque une année avec Katia au cours de ce tournage. Elle n'a malheureusement pas connu Missak, mais elle a dû vivre 22 ou 23 ans avec Méliné. Et à travers les mots de Katia, on a vu que justement elle avait cet héritage culturel que Méliné lui a transmis. Méliné qui lui dit à un moment, elle en parle avec beaucoup d'émotion dans le film, tu ne sauras qui je suis que quand je serai morte. Tout à fait. Et elle n'a pas tout de suite compris, la gamine, Ouais. qui est grande maintenant, mais c'est toujours, c'est toujours une jeune femme. Et elle commence simplement à comprendre maintenant que voilà, c'était ce devoir de transmission qui était tellement important pour sa grand-tante. Oui, et c'est vrai que bon, Katia en témoigne avec force parce qu'effectivement elle a été élevée en partie par Méliné, puisque la grand-mère de Katia était en fait la sœur de Méliné. Et donc elle a baigné toute son enfance dans cette ambiance, et comme elle le dit dans le film également, elle a grandi avec tous ses grands-pères, donc qui étaient en fait tous ces résistants hein, qui avaient agi au sein du groupe Manouchian. Encore que, petite parenthèse, on parle tout le temps du groupe Manouchian, mais en soi il n'existe pas, c'est-à-dire que c'est à travers, avec le temps, on a, pour représenter un petit peu les choses, et à travers l'affiche rouge, on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais en tout cas, elle a grandi avec toutes ces personnes qui ont agi. Et qui ont agi bien avant la guerre. Bien avant la guerre, absolument. Ce qu'on oublie, parce que Méliné, c'est la petite Méliné, marie-toi et sois heureuse. C'est un petit peu la récipiendaire de cette lettre. On a tendance à la voir simplement comme ça. Mais Méliné, c'est une militante. Ils se sont rencontrés dans la militance dans les années 30 avec une association qui s'appelait le HOC. Méliné, je crois que c'était le secteur de Belleville, Missak, ça devait être Ménilmontant. Et c'était une association d'aide et de soutien aux réfugiés arméniens. Donc ils faisaient de la collecte alimentaire, donc ils étaient déjà tous les deux militants. Et dans le même temps, donc, dans cette association arménienne, mais également ils militaient ensemble aux jeunesses communistes. Donc forcément, c'est aussi un engagement qui était évidemment bien antérieur d'ailleurs à 1941, puisqu'on a tendance à reproduire cette erreur, qui serait de dire que les communistes ne se seraient engagés dans la résistance qu'après l'opération Barbarossa, c'est-à-dire qu'avant, ils n'auraient pas bougé une oreille parce que l'URSS avait signé ce pacte germano-soviétique, ce qui est totalement faux, évidemment, puisqu'on sait que dès 1940, les militants communistes, certes, la résistance n'était pas encore très bien organisée, mais dès 1940, ils ont agi. Dont Missak, qui est arrêté une première fois, et ça a été un petit peu gommé de l'histoire, il est arrêté par le gouvernement d'Aladier. On a tendance un petit peu à beaucoup plus s'intéresser à la traque de l'affiche rouge et donc à l'arrestation du mois de novembre 1943, oui. Ouais. Avec Joseph Epstein. Or, en réalité, il avait déjà été arrêté une première fois. D'accord. Alors, quand on parle des FTP MOI, bon, il y a eu déjà beaucoup de films, Léon Landini a beaucoup témoigné, il raconte volontiers leurs actions, mais c'est vrai qu'on a du mal à visualiser aujourd'hui ce que pouvaient être les actions de ces gens qui voilà, faisaient dérailler des trains, faisaient sauter des usines, tuer des Allemands. Donc je propose qu'on écoute un extrait où on parle vraiment du concret. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Comment ils se battaient? Avec quelles armes? Et dans quel but? Tout de suite, on écoute. Important en région parisienne, va se spécialiser dans la guérilla urbaine. La France a été le seul pays occupé où les coups les plus durs portés à l'occupant ont été portés en ville. Le problème de la guérilla urbaine, c'est que nous n'étions pas devant l'ennemi, nous n'étions pas derrière l'ennemi, nous étions au cœur de l'ennemi, on sortait devant la porte et on avait affaire à l'ennemi. Ils vont être extrêmement efficaces rapidement dans les grands centres urbains et industriels, en premier lieu à Paris, mais aussi à Toulouse, à Marseille et à Lyon. À Lyon, il y avait Carmagnole, qui s'est couverte de gloire et de laquelle Charles Tillon, commandant en chef de tous les FTP-MOI en France et des FTPF, a déclaré un jour un des plus beaux fleurons, si ce n'est le plus beau fleuron de la résistance armée française.
À Grenoble, il y avait Liberté. À Toulouse, il y avait la 35e brigade Marcel Langer. Marcel Langer, qui a été le commandant, qui a été arrêté et guillotiné. À Marseille, il y avait Marat. À Nice, il y avait Corsec. Donc, il n'y avait pas seulement les FTP-MOI parisiens, et j'insiste sur le fait qu'ils sont, en effet, les porte-drapeaux de tous les FTP. Voilà, ça c'est important de le rappeler. En cela, votre film, les FTP-MOI de la résistance, est intéressant, Mourad Lafitte et Laurence Kersnier, parce que on élargit le périmètre de l'affiche très largement. On va vraiment à la fois aux origines, et puis aussi on montre la complexité et puis l'action coordonnée de ces FTP-MOI qui étaient des ouvriers. Donc les gars, ils savaient faire avec leurs mains. C'est-à-dire qu'ils savaient faire dérailler des trains. Non seulement ils pensaient les choses, mais ils étaient capables aussi de les mettre en action très concrètement. Ce qu'il faut préciser, c'est que tout d'abord, ce ne sont pas des tueurs sanguinaires. Ils ont tous des activités avant-guerre. Ce pas des barbouzes. Il y a deux catégories. Il y a les jeunes, et il y a une autre catégorie qui est beaucoup plus aguerrie, c'est les républicains espagnols. On retrouve Celestino Alfonso, on retrouve Joseph Epstein, qui d'ailleurs a travaillé avec Jean Moulin dès 1936, quand Cotte ne veut pas, le gouvernement Blum et Pierre Cotte refusent l'intervention, la non-intervention en Espagne, ils vont livrer des armes via la compagnie de navigation. Donc ils ont déjà une expérience tous les deux. Joseph Epstein est blessé en Espagne. Alors ceux-là, militairement, ils sont opérationnels. Et leurs premières actions, en fin de compte, c'est pas tout de suite des déraillements et faire sauter des usines. Ils vont commencer, alors ça a monté progressivement. Au départ, c'est simplement coller des papillons, dire non à l'ennemi. On en a discuté il n'y a pas longtemps aussi avec le président du Secours Populaire, on oublie, Julien Lauprêtre était résistant. Julien vous explique sa résistance, c'était une bande de gamins de 15-16 ans. Eux, ils étaient en plein Paris et ils retournaient les panneaux. Mais oui. Afin que les divisions allemandes, par exemple, qui voulaient se rendre en bois de Vincennes, elles partaient en direction de la porte Maillot. Pour eux, c'était déjà des actes de résistance, les lancers de tracts. Ils ont commencé comme ça jusqu'à les directives, parce que la MOI était très bien encadrée et structurée avec un commandant militaire, un commandant politique. Il y avait une ligne politique, la résistance. On oublie, on pense que la résistance n'était pas uniquement chasser l'occupant. Il y avait aussi un projet, un programme politique derrière. Un commandant politique et commandant militaire. Ce n'étaient pas des barbouzes lâchés dans la nature. Parce que si on s'en tient uniquement au slogan qui dit « à chacun son boche », il ne faut pas extrapoler uniquement cette phrase. Ce n'était pas uniquement à chacun son boche. Le but, ce n'était pas de tuer des Allemands, c'était de détranquilliser l'ennemi, de lui faire comprendre, voilà, on n'en veut pas, on veut la liberté, c'est le bonheur à tous. C'est-à-dire que c'est vrai que, pour ne reparler déjà que de Manouchian, qui est la figure emblématique, rappelez que Missak Manouchian est d'abord un poète. Et, oui. Et que sa vie est cruelle dès le départ, puisqu'il va donc perdre toute sa famille en Arménie. Il arrive en France avec son frère Karabet, et son seul souci à ce moment-là, c'est à la fois de travailler, donc il est ouvrier, il va travailler dans différentes usines, et de pouvoir continuer son art qui est la poésie, également d'écrire des scénarios pour des films. Vous voyez, on se retrouve au moins là-dessus. Et c'est vrai pour Missak Manouchian, mais c'est vrai pour énormément de ces ouvriers qui avaient une véritable culture, c'est-à-dire qu'ils lisaient beaucoup, ils aimaient les livres, ils aimaient leurs copains, c'était des la jeux, musique aussi. Ils aimaient la musique, hein. C'est vrai que Henri Krasuki en est l'exemple le plus connu, mais ils étaient, pour les plus jeunes, ils avaient une insouciance et une soif de vie, ils n'étaient pas du tout destinés à tuer, tout simplement. Et c'est vrai que... Même si on ne leur cachait pas que quand ils entraient dans la résistance, voilà. ils avaient 3 mois d'espérance. Et c'est vrai que, comme vient de le dire Mourad, cette résistance et les actions de cette résistance qui vont évoluer peu à peu, les amènent, comme dirait Léon Landini, à se sublimer à leur insu. Ils n'étaient pas des héros non plus, ils n'ont pas agi en tant que tels. Et ça n'a pas été simple pour eux du tout. Alors justement, à propos de ne pas être simple, on va voir dans l'extrait qu'on va écouter dans un instant qu'il y avait quand même des visions politiques, comme vous venez de le dire, un peu différentes. Eux, ils auraient voulu avoir plus d'armes pour faire des actions, mais pas juste pour aller tuer son boche, mais pour faire des actions comme on va l'entendre
concertés et touchaient directement la tête, puis on ne voulait pas leur donner, ils faisaient un peu peur malgré tout. Même voilà, la résistance n'a pas toujours été aussi unique après Jean Moulin et au moment de la fondation du Conseil national de la résistance. On écoute ce passage. Mais c'est rien, les 230 attentats de Manouchian. Mais c'est de la rigolade, on aurait pu faire des choses formidables. Ouais, excuse-moi pour avant. Comment ? Excuse-moi pour tout à l'heure. Je voulais savoir, là, c'est le 5. Ouais. On passe pas le 6, on passe pas le 7, tu m'as pas écrit sur le truc du coup. Ah bah 7, 8, 9, si, on les passe jusqu'au bout. D'accord, donc ok, c'est juste. Voilà, On suit la logique. on suit la logique. Ok, ça marche. Ouais, tout va bien. À l'hôtel Maurice, où se réunissaient tous les généraux qui avaient occupé la France. On a demandé des bombes à Londres, on a demandé à tout le monde, on n'en a pas pu en trouver. Les résistants en France se sont peu à peu constitués et il y a eu toutes sortes de mouvements qui n'étaient pas forcément décidés à travailler ensemble. Chacun voulait garder un peu sa personnalité. On a fini par constituer le Conseil national de la résistance qui a dressé un programme. Nous devenions des soldats de l'armée des forces françaises de l'intérieur avec matricule de guerre. Et le grade que j'avais de lieutenant dans le groupe Manouchian, j'ai été rémunéré comme un officier. Comme toute armée, il y a une direction politique. La direction politique continue d'exister et de conduire un travail résistant parmi ses dirigeants. L'un, c'est Louis Gronowski, qui est le dirigeant national de la MOI. À ses côtés, aussi un dirigeant politique extrêmement aguerri, qui avait combattu dans les brigades internationales, Arthur London. Troisième dirigeant important, celui de la section juive, c'est Adam Reisky, qui donne, impulse un sens à ce combat. Pas d'attentisme, une action directe. Alors à cela, les autres répliquent, nous on ne veut pas de lutte coûteuse en vie humaine, on veut se préparer à une action concertée avec les Alliés. Et donc... Voilà, donc là on voit qu'il y a... C'est pas si facile, mais il y a une volonté d'agir, et pas simplement d'aller tuer son boche, comme on le disait, mais d'aller en tuer à une table plein, et puis pas n'importe lesquels, par exemple, et puis ça on leur donne pas les moyens. On sent qu'il y a des dissensions. C'est une période aussi qui est très complexe. Il y a des FTP donc, qui commettent des actions, mais dans le même temps, De Gaulle, il n'est pas aussi favorable que ça au départ, parce que prenons deux exemples. L'attentat de Nantes, Boudarias, donc deux jeunes exécutent un officier allemand, affiche, récompense, il y a un climat de délation, et pour chaque Allemand exécuté, c'est 10 otages français pris au hasard. On l'a avec Guy Moquet également, on retrouve aussi les fusils de Chateaubriand. On le retrouve, il me semble, c'est le colonel, pas le colonel Fabien, pardon. Enfin, plusieurs. Donc, certains ne sont pas d'accord, se disent non, c'est pas normal, le prix à payer est trop lourd. Et puis, dans le même temps, il y a aussi la question politique. Tout le monde veut se débarrasser de la joute nazie. Là-dessus, on est bien d'accord. Certains ont un projet politique pour le peuple, un projet communiste, un projet de gauche. On a aussi dans la résistance des gens qui sont atlantistes. Hein. Pour eux, il va falloir... sans faire de raccourcis, si il n'y avait pas eu, et on voit bien qu'il y a un bras de fer, il y a un bras de fer entre le Parti communiste et De Gaulle à Londres, Fernand Grenier, sans l'intervention de Grenier, il n'y a pas la réunification de la résistance. Il y a aussi un rapport de force. Le rapport de force ne serait pas tout à fait le même aujourd'hui. À l'époque, on ne peut pas occulter la période de la résistance sans s'imprégner du Front populaire. On a un parti communiste qui doit avoir à peu près 5 à 6 millions d'adhérents. La CGT, CGT-CGTU, puisqu'elle est réunifiée, doit faire à peu près 5-6 millions d'adhérents. Donc il y a quand même ce rapport de force qu'a le Parti communiste, et il peut peser dans le débat, justement. Oui, pour compléter ce que tu dis, et peut-être pour dire les choses beaucoup plus, je vais dire simplement, c'est qu'effectivement, Londres craint d'armer les communistes, tout simplement. Et on se rend compte que c'est à l'époque très fort et qu'ils ont eu
à se battre beaucoup pour obtenir des choses. Et de ce point de vue-là, Jean Moulin n'a pas été envoyé non plus par hasard malgré tout, parce que lui, c'est très bien expliqué, a su parler aux communistes, comme il a su parler aux gaullistes et à tous ces mouvements qui effectivement étaient très différents. Et on se rend compte aujourd'hui, vous parliez tout à l'heure finalement du sens que les choses prennent aujourd'hui, on se rend compte à travers les commémorations qui ont eu lieu au mois de juin sur le débarquement, qu'on a occulté beaucoup, pas complètement, mais énormément, le rôle de ces FTP et MOI, en tout cas pour ce qui concerne la libération de Paris, par exemple. Hein, on est bien d'accord que sans eux, les choses ne se seraient pas du tout passées de cette façon-là, puisque, alors à Paris, mais que dire du débarquement en Provence, hein, c'est la même chose, c'est-à-dire que tous ces jeunes gens communistes qu'on n'a pas voulu armer ont œuvré malgré tout pour préparer ce débarquement et la libération de la France. Alors on parle de ces jeunes gens, mais il y avait aussi des jeunes femmes. Et justement, ça c'est une belle partie de votre film qui n'oublie personne et surtout pas les femmes. Et on disait tout à l'heure que Mélinée était une combattante, mais il n'y avait pas qu'elle. Il y en avait beaucoup. Et c'est intéressant, je ne sais pas que vous avez trouvé vos archives, mais on voit ces femmes combattantes habillées, alors pas du tout, on se dit c'était les années 40, mais elles étaient en short, elles étaient, voilà, elles avaient des tenues qui leur permettaient de bouger, etc. Donc encore une fois, j'ai l'impression que la guerre, comme malheureusement chaque guerre, fait évoluer les choses en ce qui concerne la situation des femmes. Chaque fois on a un peu un bond en avant quand il y a un conflit où on ne s'intéresse plus à la petite morale et il s'agit d'autre chose. Elles ont eu un vrai rôle sur les questions à la fois militaires, politiques, mais il faut aussi se replonger dans le contexte. Le contexte, c'est le service du travail obligatoire. Donc on va avoir tendance, si on fait des contrôles dans Paris ou en province, on va plus facilement contrôler un homme qui a entre 18 et 40 ans qu'une jeune femme. Bah oui, parce qu'il ne devrait pas être là. Sinon, Laurence. Oui, non, mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'on s'aperçoit, sur cette période-là en général, hein, la résistance et d'autres faits sociaux, la femme, il ne faut pas oublier que cette première partie du XXe siècle, si la femme s'émancipe un peu plus chaque jour, et notamment c'est vrai que la Première Guerre mondiale a été un moment important, malgré tout, chasser le naturel, il revient au galop, et on s'aperçoit avec le recul historique qu'on a longtemps occulté ce rôle des femmes. Et en même temps, il faut comprendre que Vichy, hein, qui quand même à ce moment-là, les femmes, c'est pas compliqué, elles font des enfants, elles sont dans leur cuisine, et on leur demande pas plus, on leur demande surtout pas de réfléchir, surtout pas d'agir. Et là, ce qui est très important, c'est que dans ce milieu, dans ce contexte social, c'est-à-dire ce monde ouvrier, ce monde militant, ce monde syndicaliste, les femmes ont un rôle et elles ont une vraie place. Donc ça, c'est quelque chose qui différait par rapport au restant de la société, et ça a été une lutte. C'est aussi un conquis. Oui, voilà, mais c'est ce qu'on se dit, c'est qu'on leur doit ça, nous. Et on leur doit ça. Ce qui était important par rapport aux archives dont vous parliez, c'était de montrer, parce que on a gardé, ce qui était acceptable encore il y a peu de temps, c'est que les femmes, effectivement, avaient des paniers remplis de poireaux ou des poussettes avec des enfants, qu'elles étaient agents de liaison, qu'elles transportaient des armes ou des documents importants, ce qui est vrai, mais on s'est aperçu nous-mêmes à travers le travail d'enquête, j'allais dire, qu'on a fait pour faire ce film, qu'elles avaient eu un rôle bien plus important, comme l'a dit Mourad tout à l'heure. Et juste un point aussi sur les femmes, ce qui est terrible et épouvantable, c'est que même face à la mort, il n'y avait pas le même traitement d'égalité entre une femme et un homme. On va au Mont-Valérien, il y a 1180, 1200 fusillés, il n'y a pas une femme. Il y en a qui ont été décapités. Non, justement, c'est pour ça. Les femmes n'avaient même pas je dirais, l'honneur d'être mis devant un peloton d'exécution. On les envoyait en Allemagne et 3-4 mois après, elles étaient décapitées à la hache. On a eu Madeleine Riffaut qu'on avait interviewée dans le cadre d'un prochain documentaire qu'on fait, où Madeleine demande à être passée par les balles. Bon, elle a la chance, c'est qu'elle va pouvoir aller justement passer à travers et être libérée. Mais ça, c'est un truc qui est terrible. Aucune femme n'a été fusillée. Elles ont été grenadées. En revanche, elles ont subi préalablement le même sort que leurs camarades masculins, c'est-à-dire la torture. Là, elles ont été torturées, maltraitées de la même façon. Léon Landine raconte voilà. Et donc, bon,
sur les femmes, je renvoie au film, il y a aussi des femmes qui témoignent, il y a des histoires que raconte la petite nièce de Méliné qui raconte que oui, c'était vraiment une sacrée bonne femme celle-là. Voilà, mais je laisse aux auditeurs le plaisir de découvrir ces images et je voudrais qu'on aborde maintenant une question que je vous remercie vraiment d'avoir abordée dans le film parce que c'est quelque chose, j'ai vu pas mal de films sur le sujet, notamment j'avais vu Les Garçons Reponeau, un film magnifique que vous devez connaître, beaucoup de films de Gilles Perret, etc. Faire quelque chose, j'ai oublié le nom du réalisateur, mais il y en a beaucoup. Et à chaque fois, quand il arrive la question de tuer, ces gens-là en parlent comme si c'était naturel. Or, dans votre film, on comprend à travers ces témoignages que ce qu'on ressent pourtant bien, c'était pas du tout naturel. Et puis 2 jours après c'est pareil, 15 jours après c'est encore la même chose. Cette vie-là, si on arrive à comprendre, même moi j'arrive pas à comprendre. Et vous voudriez qu'on oublie ça? C'est inoubliable. Voilà, c'est inoubliable et ces coups de feu ressentis de l'intérieur, ce regard de l'homme qu'on va tuer au moment où on le tue, ça assez peu souvent on le dit parce qu'évidemment ça relativise malgré tout. Être résistant, c'était donner la mort aussi à des gens qui étaient aussi des ouvriers allemands. On a mis 3 ans et demi à peu près pour faire ce film. On a rencontré une trentaine de résistants. On a eu malheureusement des décès, Raymond Braque, Stéphane Hessel, qui n'était pas au service d'action, qui était à l'agence secret au SCA, Lise London. Et unanimement, sur ces 30 résistants, pas un n'a été fier. Il y a même des scènes qu'on a gardées sur les rushs, où il raconte certaines actions. On a un résistant, 70 ans après, il met 1 minute, et ça on l'a gardé dans le film, il y a un blanc de 30 secondes, où il ne parle même pas de tuer, il dit on finit par les liquider. Ouais. On voit qu'il est même désolé de la... oui, il s'agit d'un avocat, enfin d'un juge et de sa secrétaire. La dernière scène aussi qu'on a tournée avec Salomon, 70 ans après, il est gêné de parler comme si... Enfin, on voit l'humanisme qu'il y avait chez ces gens qui ne sont pas du tout des tueurs froids, sanguinaires. Oui, c'est vraiment les circonstances qui les ont amenés là, et puis c'était eux, enfin voilà, il y a un moment où, voilà, c'était la guerre. C'était la guerre, et puis c'est vrai que ceux qui avaient bien compris finalement, c'était ceux qui ont lutté contre, c'est-à-dire les nazis, c'est-à-dire Vichy, puisqu'ils en ont fait des terroristes, précisément parce qu'ils ne l'étaient pas. Et dans leur vie, toute leur vie entière qui précédait, ils n'étaient pas du tout destinés à ça. Et pour revenir sur ce que disait Mourad, c'est vrai qu'on s'est rendu compte, nous, à travers pendant le tournage de ce film, à quel point, pour certains d'entre eux, on les avait secoués. Parce qu'on les amenait à revenir sur ces faits-là, et eux-mêmes, André Schmer, dont tu parlais tout à l'heure, qui nous raconte l'assassinat du juge Forpingeli, enfin l'assassinat, on peut dire ça comme ça aujourd'hui, c'est comme ça qu'on le dirait en tout cas aujourd'hui, eh bien, il a mis 2 jours à s'en remettre, pour nous en avoir parlé, et c'est quelque chose qui aujourd'hui d'une rare violence, parce qu'ils nous disent, on se demande si on l'a vraiment vécu, si on l'a vraiment fait. Surtout dans une période aujourd'hui où on est quand même politiquement très lisse, c'est-à-dire que le moindre corbeille de papier renversé dans une action syndicale devient, on criminalise le syndicaliste, alors que dire quand on regarde ces gens qui tuaient, alors que c'est... Ceci dit, on tue encore à Gaza. Hein, tout à fait. Puis, non mais ce que je veux dire, c'est que le regard qu'on a nous, en France, sur la notion de la violence, d'où vient la violence, ce serait une autre émission, mais quand on parle de la violence des manifs aujourd'hui, on a les manifs du temps de Jaurès, allez-y les gars. Je parlais juste des actions sur lesquelles on a pu vraiment nous enquêter, et où on a eu des documents et donc des preuves. Sur le manuel FTP, ils avaient pour consigne de ne pas faire souffrir les gens. Ceux que nous avons rencontrés comme Léon Landini, il faut savoir qu'il est passé entre les mains de Klaus Barbie personnellement. Certains ont été torturés, Joseph Epstein, 2 mois et quelques, bon, pas tous les jours, mais enfin il était appelé régulièrement, il a été passé à tabac, certains ont été massacrés, ils ont été torturés, ils ont été mutilés. Et dans le même temps, ils n'ont pas rendu coup pour coup, parce que eux, c'était... On ne laisse pas quelqu'un blessé. On ne laisse pas quelqu'un souffrir. On le voit avec l'attentat de Julius Ritter. Julius Ritter, ils arrivent, ils sont 2, c'est Marcel Reymann et Celestino Alfonso. Le premier passe, le deuxième passe, et Ritter n'a pas souffert.
Et d'ailleurs, ils avaient un tel souci de la vie, parce que ce qu'ils aimaient, ce qu'ils défendaient, c'était la vie, c'est qu'à l'époque, ils ont été très attentifs au fait que parmi les Allemands, il y avait des résistants communistes, et que donc on ne pouvait pas, entre guillemets, descendre n'importe quel Allemand, mais il fallait vraiment... Je meurs sans haine pour le peuple allemand. Exactement. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que les Allemands, à un moment donné, ont compris qu'il ne fallait plus qu'ils se baladent en uniforme et en civil pour essayer de ne pas se faire tuer. Et juste un exemple sur une action, pour montrer que ce n'est pas des barbouzes qui vont aller tirer. Ils n'allaient pas à la chasse en plein Paris, comme ça, descendre des Allemands. Julius Ritter, par exemple, c'est 2 mois et demi. C'est une femme qui va commencer à prendre la filature dans l'autre sens. Petit à petit, ils vont remonter comme une pelote de laine jusqu'à l'avenue Pétrarque. Et là, c'est 2 hommes qui vont passer à l'action. Donc tout était vraiment bien préparé. Je vous propose qu'on arrive maintenant à l'affiche rouge, à cette tentative. On explique ce que c'est, parce qu'on a cette image de l'affiche, mais cette image de l'affiche, c'est une affiche de propagande pour tenter de faire passer ces résistants pour des métèques, des bougnoules, tout ce qu'on veut, des pas français, qui sont là juste pour s'amuser et pour aller se livrer à de bas instincts sanguinaires. En gros, c'est ça. On veut discréditer la résistance. On écoute un extrait qui concerne justement l'affiche rouge. Lorsque on a vu l'affiche rouge collée sur tous les murs de nos villes et de nos villages, cette affiche, elle avait 2 buts précis. C'était d'incriminer toute la résistance en disant la résistance, voilà, c'est des bandits, ils ont tué tant de ci, tant de ça, ils ont fait tant de déraillements. Libérateur, se pose la question. La libération par l'armée du crime. Et on tourne derrière, qu'est-ce qu'on voit? Les gens, ils disent, voici la preuve. Si les Français pillent, volent, sabotent et tuent, ce sont toujours des étrangers qui commandent. Ce sont toujours des chômeurs et des criminels professionnels qui exécutent. On mettait sur le même banc tous les étrangers, tous les juifs, parce que c'était des judéo-communistes, et tous les communistes. La volonté de mettre en accusation était plus encore que l'accusation proprement dite. Et il est évident que la Moye était pour elle une proie particulièrement intéressante parce qu'il pouvait faire valoir aux yeux du bon peuple de France, encore attaché au maréchal Pétain, que ce que la résistance disait qu'elle faisait, en réalité c'était pas elle, c'était ces étrangers qui se manifestaient. Et c'était une façon d'essayer de contrer la popularité de la résistance parmi le gros de la population française. Nous, on était réfugiés en Bazac, près de Limoges. Et ils avaient aussi affiché, partout collé cette affiche, et mon petit père avec des amis. Ils ont fait tout en Bazac, les villages environnants pour arracher des affiches. Et malgré les tortures, il n'a même pas un visage, parce qu'ils ont voulu en faire des visages de terroristes, de maçons. Ils n'ont pas de tête affreuse à tous. Mais non, il était beau, c'est vrai. La mère de Tomalé tenait un resto dans le 5e. Voilà, on coupe un peu l'extrait, mais je renvoie tous les auditeurs au film. Il nous reste très peu de temps, mais voilà, là on voit un peu, non seulement le côté ignoble d'avoir voulu faire des terroristes, puis surtout comment les familles découvrent les photos de leurs enfants. Justement, on a retrouvé 70 ans après, on a retrouvé la sœur de Dora Wagebro. Je ne suis pas entré dans les détails, je laisserai Laurence t'expliquer. Donc la sœur de Dora Wagebro, qui est jeune, qui est partie en région Bazac, et qui découvre son frère sur l'affiche rouge. Mais ce qui est intéressant sur cette affiche, quand on y travaille, les FTP, c'était pas que des juifs hongrois, juifs polonais. Roger Rouxel, qui est français, n'y figure pas. Léo Kneller, qui est allemand, qui est avec Misak Manouchian. On ne met pas un allemand. Donc il y a vraiment volonté de stigmatiser. Et alors ça, on appelle ça de la propagande. Aujourd'hui, il y a de la communication, la sémantique a changé. Mais je crois qu'à vouloir en faire trop, c'est contre-productif. Et c'est justement ce qui s'est passé avec l'affiche rouge, qu'ils ont voulu trop en faire, trop stigmatiser. Du coup, ils les ont fait entrer dans l'histoire et dans la légende. Et il y a cette chance où, quelque part, Aragon, 11 ans, oui, pratiquement 11 ans après, Louis Aragon est avec Méliné, je crois qu'ils sont à un coin de table, ouais. Et c'est Aragon qui... Il écrit. Voilà, qui écrit.
Ferré quelques années après, mais une mélodie qui est extraordinaire, et l'affiche rouge devient un mythe. Voilà. Alors, on n'a pas le temps de passer le dernier extrait qui parle du procès, parce qu'il y a eu un procès factice quand même, qui était en plus, alors là, ça on le découvre dans votre film, la propagande de la presse, mais c'est hallucinant. Ah oui, oui, on est toujours dans ce phénomène de la propagande. Ouais. Alors moi, ce que je voulais simplement peut-être ajouter pour terminer, c'est que ce qui doit nous interroger aujourd'hui, c'est finalement le sens de tous les mots qui sont utilisés sur cette affiche et le tract dont parle Arsène Tchakarian. On parle d'étrangers, on parle de chômeurs. Voilà, je crois qu'en 2014, il faut vraiment qu'on se pose la question. Et j'ajouterais que, à propos de Missak Manouchian, on a un buste qui a été profané à Marseille 2 fois en 3 mois. C'est maintenant. Hein, là, ça s'est passé une première fois au mois de juin, on a mis des croix, on a gravé des croix gammées sur son buste. Et là, il y a quelques jours, une bande de nazillons, j'allais dire, et qui dit encore aujourd'hui des contre-vérités telles que c'était tous des métèques, ils ont assassiné, c'était des terroristes, etc. Donc en 2014, on a encore à lutter contre ce discours visible et invisible à travers les positionnements des partis politiques. Et c'est ce que vous faites, je crois, en 30 secondes, c'est ce que vous faites parce que ce travail, vous le poursuivez, et notamment, je crois que vous préparez un film, alors vraiment, en moins d'une minute, vous me dites, c'est sur Madeleine Riffaut. Dites-nous, qui est Madeleine Riffaut en 20 secondes? Alors, Madeleine Riffaut, elle est connue comme une grande résistante et journaliste anticoloniale. Et nous avons décidé, nous, de faire un film qui concerne son enfance, puisqu'elle est née en Picardie, elle est née en Picardie, elle a grandi en Picardie, et c'est toute la genèse de son engagement de résistante. Et donc, comme Image Contemporaine, qui produit ce film, est une petite association, nous avons lancé une souscription sur un site qui s'appelle... Financement participatif. Voilà, financement participatif, pour nous aider à terminer le film. Donc peut-être pour on le mettra sur le site. Les coordonnées seront mises sur le site ou sur le site d'Image Contemporaine, image-contemporaine.com. Merci beaucoup Laurence et Mourad pour ce film. On peut voir, on peut acheter le DVD? Alors on peut acheter le DVD, on se déplace également puisqu'il y a énormément de projections. Si des associations sont intéressées, des partis politiques, des syndicats qui n'hésitent pas. Alors on laissera les coordonnées aussi du site parce que là tout y est, nous contacter, comment... Voilà, on retrouvera tout ça sur le site de Liberté sur Parole. Un grand merci à tous les deux. Merci un grand merci également à Nicolas Fiche qui réalisait cette émission. Je laisse la place avec 1 minute de retard à l'émission Homo Urbanicus. Eric Dotter et toute son équipe vous attendent. À la semaine prochaine, excellente journée à tous.